Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Pierre Mustière, je suis le président de l'UFE Japon. L'UFE Japon, c'est une association déclarée d'utilité publique. L'UFE Japon organise des conférences, des événements sur des sujets d'intérêt pour la communauté au Japon et en France, qui peuvent être des conférences d'ordre culturel, par exemple des conférences historiques sur la présence française au Japon, des conférences sur l'histoire de la langue, mais aussi des conférences pratiques. Et c'est ce qui nous amène ce soir à parler de la fiscalité personnelle entre la France et le Japon. Donc, avant de commencer la conférence, je vais remercier les membres du bureau de l'UFE Japon. Je vais remercier les administrateurs. Je vais remercier tout particulièrement Rémi Larcebeau et Michel Lachaussée qui m'ont aidé à préparer cette conférence. Je remercie aussi bien sûr les intervenants. Donc ce soir, nous avons avec nous quatre intervenants, parce que pour parler d'un sujet comme celui-ci, il faut des spécialistes. Nous avons Stéphanie Rouchet, qui est avocate associée chez Deloitte. Alors, il ne faut pas que je dise depuis combien de temps, mais depuis suffisamment longtemps pour avoir beaucoup d'expérience sur le sujet. Elle conseille les groupes, elle conseille les individus sur ces sujets difficiles de mobilité internationale en matière de fiscalité. Nous avons aussi avec nous Magda Yasumoto, qui est avocate associée chez Deloitte aussi, qui, comme Stéphanie, assiste les clients dans tout ce qui est mobilité internationale. Nous avons fait aussi appel à des notaires qui interviendront en deuxième partie de conférence. Bertrand Savouret, qui est notaire à Paris, qui a exercé, bon, il s'introduira beaucoup mieux que je ne puis le présenter, et il a exercé de nombreuses activités à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, qu'il a présidé jusqu'en septembre 2020, et il est aujourd'hui premier vice-président du Conseil supérieur du notariat. Il est assisté par Eugénie Guichot ce soir. Donc, merci à nos quatre intervenants. Un tout petit mot aussi sur les conférences et les événements. Je vais quand même glisser un mot sur un événement organisé par Médecins du Monde, un concert caritatif le 4 décembre. Donc, c'est bientôt. Les détails sont sur notre page. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis, rejoignez-nous, aidez-nous. Vous avez les coordonnées juste au-dessus de ma tête, là, info@ufe-japon.org. Donc, j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser la parole à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est très troublant de vous parler sans vous voir. Euh, Pierre disait, alors je vais partager mon écran, Pierre disait que la formation serait pratique. Elle sera aussi très juridique puisque, euh, oh là, alors excusez-moi. Là, vous voyez mon écran? Oui, mais Voilà. Donc, elle sera aussi très juridique puisque nous allons nous intéresser pendant l'heure qui vient à la fiscalité individuelle et la gestion patrimoniale dans un contexte franco-japonais. Donc, Pierre nous a déjà largement introduit. On va aller directement au contenu détaillé de la présentation que nous vous proposons ce soir. Alors, sur la partie fiscalité individuelle, c'est Stéphanie et moi-même qui interviendrons et on traitera des quatre thématiques suivantes. Donc, la fiscalité des contribuables non résidents fiscaux de France, la fiscalité en cas de retour en France, l'impôt sur la fortune immobilière et rapidement quelques nouveautés qui pourraient vous intéresser, donc nouveautés fiscales qui sont actuellement en discussion dans le cadre du vote de la loi de finances pour 2024. Et puis dans une deuxième partie, donc, qui sera présentée par Bertrand et Eugénie sur la gestion patrimoniale,
ils détailleront les notions à savoir sur le régime patrimonial, les successions dans un contexte franco-japonais et enfin les donations dans un contexte franco-japonais. Et puis, on essaiera de garder un petit temps à la fin pour répondre à vos éventuelles questions. Je pense que vous avez une fonctionnalité pour cela, soit via le chat, soit via un Q&A. Donc, n'hésitez pas à rédiger les questions qui vous viendraient tout au long de la présentation et on pourra y revenir en fin d'exposé. Alors, on commence tout d'abord avec la fiscalité individuelle et plus particulièrement la fiscalité des contribuables non résidents fiscaux de France. Donc, l'hypothèse qu'on prend, bien évidemment, c'est la vôtre, hein. Vous êtes résidents fiscaux du Japon, non résidents fiscaux de France et vous avez peut-être encore quelques intérêts en France, patrimoniaux, que ce soit à travers du capital ou des revenus que vous recevez depuis la France. Alors, le premier revenu qu'on va regarder, c'est le revenu foncier. Le revenu foncier, c'est quoi? C'est le revenu que vous pouvez éventuellement tirer de la location d'un bien immobilier qui est situé en France. Dans la convention fiscale signée entre la France et le Japon, à l'article 6, il est prévu qu'un résident fiscal du Japon qui perçoit des revenus fonciers pour un bien immobilier situé en France doit être imposé en France. Donc, vous êtes toujours assujetti à une obligation déclarative et de paiement de l'impôt en France lorsque vous êtes bénéficiaire de revenus fonciers tirés de la location d'un bien immobilier situé en France. Au niveau de la catégorie de revenus, on peut relever de deux catégories de revenus imposables différentes. Soit la location est nue, donc c'est-à-dire que vous donnez en location un logement qui ne comporte pas de meubles. Dans ce cas-là, vous relevez du régime des revenus fonciers, soit du régime microfoncier parce que le montant brut des loyers que vous dégagez de la location n'excède pas 15 000 euros. Dans ce cas-là, vous allez bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30% et finalement 70% uniquement du revenu sera assujetti à l'impôt sur le revenu en France. Ou alors vous relevez du régime réel, soit parce que vos revenus bruts fonciers excèdent les 15 000 euros, soit parce que vous optez pour le régime réel, ce qui peut avoir un avantage lorsque vous estimez que l'ensemble de vos charges qui sont afférents à la location, donc l'ensemble des charges est supérieur à 30% de vos revenus bruts. Donc, quand vous relevez du régime réel, vous êtes imposé sur un revenu net. Donc, l'ensemble des revenus bruts tirés de la location moins l'ensemble des charges que vous supportez dans le cadre de cette location, ce revenu net est assujetti au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Lorsque vous ne louez pas votre bien nu, vous pouvez le louer en meublé. Dans ce cas-là, vous relevez du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Là également une dichotomie, deux régimes applicables, soit le régime du micro-BIC, BIC pour bénéfices industriels et commerciaux. Dans ce cas-là, vous bénéficiez d'un abattement de 50% et vous êtes imposé sur 50% de vos revenus bruts lorsque les recettes n'excèdent pas 70 000 euros. Sinon, vous relevez du régime réel, et là, c'est la même logique que pour les revenus fonciers. Vous êtes imposé sur un revenu net catégoriel, donc sur la différence entre vos recettes et l'ensemble de vos charges. Alors attention, quand vous relevez du régime réel pour la location meublée, vous êtes également assujetti à quelques contraintes administratives et notamment la tenue d'une comptabilité et le dépôt d'un formulaire spécifique qui est le formulaire 2031, la déclaration des revenus professionnels. Alors, on vous a expliqué les différents régimes applicables si vous bénéficiez de revenus tirés de la location d'un bien immobilier situé en France. De manière pratique, comment vous payez l'impôt? Depuis le 1er janvier 2019, on est passé en France à un système de paiement contemporain de l'impôt sur le revenu. Donc, vous êtes censé payer en même temps que vous percevez les revenus l'impôt y afférent.
Pour le revenu foncier, le paiement de l'impôt se fait directement par un prélèvement de l'administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable. C'est pour ça que depuis quelques années, vous êtes tenu de déclarer ou de mettre à jour votre espace personnel, de déclarer vos coordonnées bancaires. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui pourraient percevoir dans un futur proche des revenus fonciers, sachez que le compte bancaire qui est utilisé par l'administration fiscale pour prélever directement l'impôt doit être un compte SEPA, donc un compte qui est basé dans la zone euro, ou en tout cas qui fonctionne et qui accepte les transactions en euros. Donc, le prélèvement se fait de manière mensuelle par l'administration fiscale. L'administration fiscale va déterminer le montant de ce prélèvement en se basant soit sur la dernière déclaration connue, soit, et vous avez la possibilité de mettre à jour en fait cette information via votre espace personnel, soit via les informations que vous allez reporter sur votre espace personnel. Si vous estimez que vous allez faire face à une diminution importante du revenu imposable, de votre revenu foncier, vous pouvez aller sur le site de l'administration fiscale, dans votre espace personnel, la modulation de la compte contemporain en déclarant le montant estimé de vos revenus fonciers pour l'année en cours. Donc, on vous dit que le principe, c'est un versement ou un acompte contemporain payé de manière mensuelle. Vous pouvez également, dans certains cas, opter pour un paiement trimestriel. Et là aussi, l'option se fait via votre espace personnel sur le site impôt.gouv.fr. Alors, autre revenu que vous pourriez percevoir en qualité de non-résidents fiscaux de France et qui seraient de source française, donc c'est les pensions de retraite auxquelles vous pouvez prétendre du fait d'une activité salariée passée et versée par un organisme qui est situé en France. Donc là aussi, c'est prévu par la convention fiscale signée entre la France et le Japon, c'est l'article 18. Qui prévoit que les non-résidents fiscaux de France résidant du Japon qui perçoivent des pensions de source française sont intégralement imposables dans leur état de résidence, donc c'est-à-dire au Japon. Si vous êtes dans cette situation, il est donc important que vous avertissiez les organismes débiteurs qui vous versent les pensions que votre domicile fiscal est bien situé au Japon, pour éviter que l'organisme qui verse la pension applique, comme elle le ferait de manière standard, un prélèvement à la source correspondant en fait à l'impôt sur le revenu sur ces pensions. Donc l'impôt est dû au Japon et vous n'avez pas à reporter du coup ce revenu dans votre déclaration française des revenus. Et si c'est le seul revenu de source française que vous percevez en qualité de non-résident fiscal de France, ça signifie que vous n'êtes pas assujetti au dépôt de la déclaration des revenus annuels. On va passer maintenant avec Stéphanie à la fiscalité applicable en cas de retour en France, si vous redevenez dans le futur résident fiscal de France. Effectivement, merci Magda. Donc, en cas de retour en France, et on part du postulat que vous redevenez résident fiscal de France, il y a quelques petites choses qui ont changé et que vous n'aviez peut-être pas l'habitude quand vous étiez en France. Et entre autres, Magda en a parlé un petit peu, c'est le fait que depuis 2019, on est sous un système de contemporain, ce qu'on appelle contemporain, avec soit les acomptes contemporains pour les revenus fonciers, comme l'a indiqué Magda, soit des prélèvements à la source. Et donc, c'est le cas, par exemple, pour les salaires, pour les retraites, pour ce genre de choses. À partir du moment où l'administration fiscale ne vous connaît pas ou ne vous connaît plus, il va être appliqué un taux neutre, c'est-à-dire un taux qui va être calculé, on le verra ensuite, selon un barème mensuel, et qui va vous permettre, qui en fait permet de prélever à la source sans que l'administration fiscale vous connaisse. Donc, il s'agit soit des contribuables qui ne sont jamais venus en France et donc, voilà, ils sont tout nouveaux pour l'administration fiscale, soit si vous avez eu des informations qui ont été reportées et déclarées à l'administration fiscale il y a plus de 3 ans.
Donc, comme je vous l'ai dit, le taux neutre est déterminé par un moyen d'une grille qui tient compte des versements mensuels, c'est-à-dire donc, qui peut évoluer selon vos revenus du mois et qui vous permet, oui, on peut montrer tout de suite ce tableau. Donc, ce tableau, vous voyez, bon, je ne vais pas tout le détailler, hein, mais c'est entre 0% et 43%. On dit souvent qu'il est très conservateur parce que, premièrement, il ne tient pas compte de votre situation familiale. On considère que le contribuable est célibataire. Et puis, il va être plutôt au-dessus un taux normal et on va tenir compte pas des revenus de l'année, mais du revenu du mois. Si, et ça peut arriver, ça arrive souvent, le taux neutre est en réalité supérieur à ce que votre impôt final, puisque l'impôt final va être calculé au moment de la déclaration. À ce moment-là, vous aurez un remboursement de l'administration, mais uniquement quand vous recevrez votre impôt sur le revenu. Euh, donc ça, c'est pour le taux neutre. Oui, tu peux passer. Euh, Comme je vous ai dit, vous avez l'administration fiscale, si vous revenez ou si vous n'avez jamais été résident fiscal français, ne vous connaît pas. Vous avez la possibilité de modifier ce taux neutre et de déposer ce qu'on appelle le formulaire 2043, ce que j'appelle un peu très souvent la mini-déclaration. C'est une déclaration que vous pouvez déposer en arrivant en France et qui vous permettra de créer un numéro fiscal, si vous n'en avez pas déjà un, et de calculer ce qu'on appelle le taux personnalisé, donc qui va tenir compte de votre situation de famille. Vous allez devoir estimer vos revenus au moment de ce dépôt de cette déclaration pour l'année en cours. Et par ce biais, l'administration va donc pouvoir calculer un taux personnalisé. Euh, de façon très, très pratique, cette déclaration doit être déposée au service des impôts des particuliers dont vous dépendez, donc selon votre adresse, et et quelques documents vont vous être demandés. Est prévu normalement une copie de la carte d'identité et le justificatif de sécurité sociale. En pratique, on se rend compte que l'administration souvent demande beaucoup plus de choses. Et en fait, c'est vraiment dû à une chose, c'est ils essayent de lutter contre l'usurpation d'identité. Il faut savoir que l'administration fiscale a quelques soucis avec l'usurpation d'identité, donc il arrive très souvent en pratique que d'autres documents soient demandés. Euh, Au niveau du taux, donc quand vous avez votre taux de prélèvement à la source, il y a certains éléments qui impliquent et qui ont un impact sur la situation du foyer qui doivent être déclarés à l'administration. Il s'agit du mariage, du PACS, bien sûr, des décès, de divorce ou l'augmentation de la charge de famille par de nouveaux enfants. Dans ces cas-là, il faut informer l'administration sur son espace en ligne et déclarer cet événement qui modifie le foyer fiscal. Le taux sera modifié au suite de la déclaration dans les 3 mois où vous pouvez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand l'année du mariage ou l'année du PACS, vous avez le choix et l'option entre garder des déclarations séparées ou déclarations communes. Donc, si vous préférez avoir une déclaration séparée l'année du PACS ou du mariage, à ce moment-là, vous pouvez demander à ce que cet événement soit pris en compte pour l'année suivante. Alors, pour moduler le taux, Magda en a parlé un petit peu tout à l'heure sur les revenus fonciers et c'est un peu la même chose sur tous les revenus, c'est-à-dire que vous pouvez moduler et vous pouvez demander à l'administration fiscale de moduler ce taux de prélèvement à la source. Euh, Juste une petite chose où il faut faire attention, c'est quand c'est une modulation à la baisse. Dans ces cas-là, il faut que l'écart soit au moins de 5% pour ne pas avoir de soucis ensuite. Et donc, vous devez, à ce moment-là, vous devez, si vous voulez moduler, vous allez, pareil, sur votre espace en ligne, opter pour une modulation et estimer vos revenus qui vous permettront d'avoir un nouveau taux individualisé. Euh, Pareil, il y a au moment de la mise en place du prélèvement à la source, un débat assez national a été mis sur le marché, c'est-à-dire que
il y avait certains contribuables n'étaient pas confortables, on va dire comme ça, que son employeur connaisse ses revenus autres. Et entre autres, entre les époux, de savoir, puisque le taux, vous savez, en France, quand on est marié ou pacsé, le taux est le taux du foyer. Et donc, on pouvait deviner un petit peu les revenus du conjoint si vous aviez le taux du foyer. Donc, il y a une possibilité, c'est-à-dire que vous pouvez individualiser le taux entre chaque membre du foyer fiscal. Vous pouvez garder le taux du foyer ou demander à ce que monsieur et madame aient un taux différent et qui corresponde aux revenus de chacun. Bien sûr, les revenus communs du foyer restent avec le taux du foyer, mais vous avez cette possibilité d'opter pour individualiser, ce qu'on appelle individualiser le taux, et toujours c'est par voie électronique sur l'espace en ligne. Vous pouvez également, si vous n'avez pas la possibilité, mais c'est vrai que la voie électronique est quand même plus facile, le faire par tout autre moyen. Et comme souvent, il y a un délai de 3 mois pour mettre en place cette option et pour que le taux individualisé s'active ou cesse de s'appliquer. Nous voulions également vous parler d'un régime, alors on change un petit peu, un régime de faveur, qui est ce qu'on appelle le régime favorable des impatriés et qui est codifié à l'article 155B du Code général des impôts et qui est vraiment, alors il y a une chose importante à savoir, c'est un régime fiscal, ce n'est pas un régime de sécurité sociale. Donc sur le régime, la sécurité sociale, vous allez avoir la sécurité sociale qui est sur la base de vos revenus entiers. Après avoir dit ça, le régime de faveur est très intéressant, mais il faut avoir certaines conditions pour l'appliquer. D'abord, il faut être envoyé temporairement en France par un employeur qui est établi à l'étranger ou avoir été recruté depuis l'étranger par un employeur établi en France. Ça, c'est la première condition. Donc, il faut pas attendre d'être en France pour être employé. Il faut vraiment venir de l'étranger, soit pour être appelé par un nouvel employeur, soit être envoyé temporairement. Ça, c'est une première condition qui est importante. Ensuite, il ne faut pas avoir été fiscalement domicilié en France les 5 années civiles précédant son arrivée. Par exemple, si vous arrivez en 2024, vous ne pouvez pour pouvoir bénéficier du régime, il ne faut pas avoir été résident fiscal de France depuis 2019. Donc ça, c'est important. Et la dernière condition, c'est être fiscalement domicilié en France à compter de la prise de fonction. Alors, il y a quelques tolérances de l'administration parce que l'administration sait qu'il est parfois difficile d'arriver en même temps que sa famille, mais l'important, c'est de savoir qu'il faut avoir son foyer d'habitation en France et travailler en France. Donc, il faut vraiment remplir ces deux conditions qui sont un peu différentes que la résidence. C'est vraiment ces deux conditions cumulatives qui doivent être appliquées. Les effets sont très intéressants puisque vous avez, on va regarder un peu en détail, mais vous pouvez avoir jusqu'à 50% de votre rémunération qui est exonérée d'impôt sur le revenu. Ce n'est pas négligeable. Vous avez 3 exonérations possibles, 2 qui vont être sur les revenus professionnels et 1 qui va être sur les revenus d'investissement financier. Les 2 premiers, sur les revenus professionnels, vous avez ce qu'on appelle une prime d'impatriation qui peut être réelle ou forfaitaire. Si elle est réelle, ça doit correspondre à des indemnités ou des bénéfices, des avantages en nature réels qui doivent être mis dans votre contrat. Sinon, ça peut être forfaitaire et on va voir un petit peu plus loin comment on le calcule. Ça, c'est ce qu'on appelle la prime d'impatriation. Vous avez ensuite les jours travaillés à l'étranger et la quote-part de cette rémunération qui peut être exonérée d'impôt sur le revenu. Juste pour votre information, depuis 2016, auparavant c'était 5 ans, maintenant ça peut durer jusqu'à 8 ans. Donc vous avez quand même une certaine durée de cet avantage. Il y a quand même certains plafonds, bien sûr, puisque l'administration ne va pas vous exonérer 100% de votre rémunération. Le premier plafond, c'est ce qu'on appelle la rémunération de référence. Pour la prime d'impatriation, donc pour la première
primes que je vous ai indiquées, il ne faut pas que vous dépassiez un revenu de référence, une rémunération de référence. Cette rémunération de référence, c'est la rémunération qu'un pair, que quelqu'un qui a le même grade, la même ancienneté que vous, peut avoir à une fonction analogue dans l'entreprise ou dans une entreprise similaire. Et on ne peut pas déplacer ce plafond. Si par exemple, je prends un exemple, c'est ce qui est le plus facile à comprendre, vous avez une rémunération de 100 et que votre rémunération de référence est de 70, vous pouvez aller jusqu'à 70 d'exonération de prime d'impatriation. Si par contre, votre salaire de référence est de 80, vous ne pourrez pas aller en dessous de 80 et on verra que pour la prime forfaitaire, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez d'autres plafonnements qui sont, premièrement, et c'est soit l'un soit l'autre, soit vous avez un plafonnement global, c'est-à-dire que la prime d'impatriation plus les jours à l'étranger ne sont pas supérieurs à 50% de votre rémunération totale. Donc, dans mon exemple, vous ne pourrez jamais être exonéré de plus de 50, avec 100 de rémunération totale. Soit vous avez un plafonnement qui est uniquement sur les jours à l'étranger et qui ne peut pas excéder 20%. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller bien au-delà sur la prime d'impatriation sur la première exonération, mais vous serez à ce moment-là limité à 20% de votre rémunération. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est rémunération. Vous avez ensuite, grâce à ce régime des impatriés, une exonération de 50%, toujours pareil, en impôt sur le revenu, donc pas en CSG-CRDS, mais 50% des revenus d'investissement qui proviennent de l'étranger, donc principalement les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières. Et enfin, et ça c'est plus pour l'employeur, la partie de la rémunération exonérée est exonérée, donc la prime d'impatriation est exonérée de taxes sur les salaires. J'ai été très rapide, mais il y a beaucoup de choses à dire. Concernant la prime d'impatriation, comme je vous ai dit, elle peut être réelle. Donc, c'est des choses qui sont indiquées dans votre contrat, votre lettre de mission, par exemple, ou forfaitaire. Et à ce moment-là, si elle est forfaitaire, elle est réputée égale à 30% de la rémunération imposable totale. Donc, cette option était avant ouverte qu'aux personnes qui étaient appelées par une entreprise étrangère. Et c'est depuis 2019 et aussi pour tout le monde. Vous avez donc une évaluation forfaitaire à 30% si la prise de fonction est intervenue à compter du 16 novembre 2018. Je crois que j'ai essayé d'être le plus concis possible. Je voulais juste vous parler d'une petite chose avant de repasser la parole à Magda. Très souvent, on les confond, mais ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est les mêmes conditions, c'est pour ça qu'on les confond. Il y a une exonération possible sur l'impôt sur la fortune immobilière, qui est, si vous n'avez pas été résident fiscal de France les 5 années précédant votre arrivée en France, vous ne serez imposé que sur les biens immobiliers situés en France, exactement comme un non-résident. Après la 5e année, vous êtes comme un résident normal et vous devez déclarer tous vos biens immobiliers mondiaux. Et je passe du coup, je fais une transition avec la prochaine partie de Magda, qui est justement l'impôt sur la fortune immobilière, qui est plus souvent appelé IFI. Merci Stéphanie. Donc oui, on a vu là pas mal de choses sur la fiscalité des revenus. Donc maintenant, on va s'intéresser effectivement au patrimoine. L'IFI, impôt sur la fortune immobilière, c'est un impôt qui est venu remplacer en fait l'ISF à compter du 1er janvier 2018. Donc la différence entre l'IFI et l'ISF, sa base d'imposition était l'ensemble du patrimoine immobilier et mobilier, alors que l'IFI ne va concerner que le patrimoine immobilier. Alors, pour une personne qui est résidente fiscale de France, le patrimoine immobilier qui va être pris en considération va être le patrimoine immobilier mondial, donc à la fois les biens situés en France et les biens situés à l'étranger, sauf, comme le disait Stéphanie, pour les personnes qui peuvent bénéficier de cette exonération de 5 ans où le champ d'application est limité aux biens uniquement français.
Et pour les personnes physiques qui ne sont pas résidentes fiscales de France, là, la base d'imposition va être cantonnée aux biens immobiliers situés en France. Également, il y a un seuil pour déclencher l'imposition. Il faut que le patrimoine immobilier, que ce soit le patrimoine immobilier mondial ou le patrimoine immobilier situé en France, ait une valeur nette supérieure à 1,3 million d'euros pour déclencher cette imposition. Alors maintenant, si on rentre dans le détail de l'assiette d'imposition, donc on parle du patrimoine immobilier. Le patrimoine immobilier, c'est bien évidemment tout ce qui est pierre, immeuble, mais ça va également être les parts ou actions de sociétés ou organismes pour la quote-part représentative de biens ou de droits immobiliers. On parle alors de pierre papier. Donc il faut vraiment faire très attention quand soit vous déclarez, soit vous vous posez la question de l'obligation ou l'opportunité de déclarer, de savoir si l'ensemble de votre patrimoine immobilier, y compris donc ces titres qui ont comme sous-jacent de l'immobilier, atteignent cette valeur de 1,3 million d'euros. C'est quelque chose qu'il faut considérer, notamment si vous êtes titulaire d'assurance vie. Alors, les organismes gestionnaires le font en général très bien sur demande. Si vous êtes titulaire de contrat d'assurance vie, pensez à demander aux organismes gestionnaires la dichotomie entre ce qui est représentatif dans les investissements effectués d'actions ou de parts de sociétés qui ont pour sous-jacent de l'immobilier du reste. Et vous savez que ce qui est un sous-jacent immobilier doit être pris en compte pour déterminer si la valeur nette de votre patrimoine immobilier atteint les 1,3 millions d'euros. On vous a mis ici le barème d'imposition. Donc, pour rappel, ce qu'on va regarder pour déterminer le seuil de 1,3 million d'euros, c'est la valeur de marché du bien immobilier. Donc, on va simplifier et la considérer uniquement un immeuble. Donc, si l'immeuble, vous l'avez acquis il y a 5 ans à 500 000 euros, sa valeur aujourd'hui, 5 ans après, a forcément changé. Donc, il faut que vous regardiez la valeur de marché au 1er janvier de l'année d'imposition, donc à combien vous seriez susceptible de vendre le bien pour déterminer sa valeur réelle et vérifier si le seuil de 1,3 million d'euros est atteint. On parle de valeur nette. Ça veut dire que vous pouvez déduire un certain nombre d'éléments. Je suis passée un petit peu trop vite. Je vais aller directement du coup au passif. Donc, vous pouvez déduire un certain nombre d'éléments pour déterminer la valeur nette du patrimoine immobilier. Et ce que vous pouvez déduire, ce sont les dettes existantes au 1er janvier de l'année d'imposition qui se rapportent à de l'actif imposable à l'IFI. Donc, ça va être, par exemple, tout ce qui va être dépenses d'acquisition de biens ou de droits immobiliers, donc par exemple les emprunts bancaires, les dépenses de réparation, d'entretien, qui sont non encore réglées au 1er janvier de l'année d'imposition, les dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction, d'agrandissement, et les impositions qui sont liées à la propriété, notamment la taxe foncière. Et également, on peut déduire un IFI théorique. Je reviens en arrière maintenant sur la valorisation des biens immobiliers. Il faut faire la distinction entre la résidence principale. La loi prévoit expressément que la résidence principale doit être valorisée après l'application d'un abattement de 30%. Alors, cet abattement ne s'applique pas lorsqu'on détient la résidence principale via une SCI de gestion. Alors que les biens autres que la résidence principale doivent être pris pour leur valeur réelle au 1er janvier de l'année d'imposition, sauf s'ils sont mis en location. Là, vous disposez d'une tolérance administrative qui vous permet d'appliquer une décote. Alors, on parle d'une décote entre 10 et 30%. Nous, dans la pratique, on applique du coup
une position médiane et on va appliquer une décote de 20% pour déterminer la valeur du bien immobilier mis en location. Si en face de ces biens immobiliers, que ce soit la résidence principale ou un bien mis en location, vous avez un emprunt, dans ce cas-là, si on prend l'exemple de la résidence principale, vous ne pourrez pas déduire plus de 70% de la valeur de l'emprunt pour déterminer la valeur nette du bien. Précision sur les prêts immobiliers. Souvent, l'acquisition du bien immobilier est financée par un prêt in fine. Dans ce cas-là, il y a des règles particulières qui vont s'appliquer pour savoir quel est le montant déductible chaque 1er janvier des années d'imposition. Il en est de même pour les prêts familiaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on a un bien qui est partiellement exonéré parce qu'on bénéficie d'un abattement ou d'une décote, ce n'est pas l'entièreté de la dette immobilière qu'on va prendre en compte, mais uniquement une quote-part à hauteur de la valorisation de l'actif imposable, sauf pour la résidence principale. Là aussi, on a une tolérance légale qui nous permet de déduire l'entièreté de l'emprunt immobilier. Enfin, lorsque la valeur vénale du patrimoine est supérieure à 5 millions d'euros et que la dette dépasse 60% de cette valeur, dans ce cas-là, pour tout ce qui dépasse les 60%, on ne pourra prendre en compte en déduction que la moitié. Donc, j'enchaîne maintenant avec les nouveautés marquantes du projet de loi de finances pour 2024. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, hein. Vous disposerez des slides. Ce qu'on peut noter, c'est au niveau de l'impôt sur le revenu, donc une restriction du champ d'application du régime spécifique micro-BIC. Je le décrivais dans la première partie. Je vous ai dit que ça donnait droit à un abattement de 50%. Précédemment, c'était un abattement de 71% et le seuil de chiffre d'affaires à prendre en compte pour bénéficier du régime microfoncier a également été abaissé par le législateur et il est désormais donc de 70 700 euros. Également à noter, il y a toute une réflexion là autour de l'instauration d'une imposition minimale internationale des personnes physiques. Donc là, le Parlement, c'est par le biais d'un amendement que le Parlement a demandé au gouvernement la remise d'un rapport. Donc logiquement, ce rapport devrait être remis fin septembre 2024 pour évaluer si le nombre de contribuables qui échapperaient à une imposition minimale du fait de leur situation à l'international. Autre disposition remarquable, bien évidemment, le barème d'imposition a évolué compte tenu des forts taux d'inflation que nous connaissons depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et pour revenir à ce que Stéphanie décrivait dans le cadre du prélèvement à la source, auparavant, on communiquait le taux personnalisé qui était le taux du foyer. Là, on va, à compter du 1er janvier 2024, changer de paradigme et le taux de référence va être le taux individualisé. Donc, c'est ce taux individualisé qui sera transmis directement par l'administration fiscale à vos débiteurs, notamment votre employeur pour les besoins du prélèvement à la source. Si vous souhaitez que ce soit plutôt le taux personnalisé comme aujourd'hui qui soit transmis, il faut faire du coup la démarche que Stéphanie a décrite. Démarche inverse. Exactement. Voilà, donc on en a fini avec la fiscalité individuelle. Excusez-nous d'avoir été un petit peu rapide sur certains passages. Et donc on va passer maintenant la parole à Eugénie et Bertrand pour la partie patrimoniale. Je vais juste prendre quelques secondes pour... Et on va vous prendre quelques secondes aussi parce que nous, il est presque midi, il fait un temps sublime à Paris. Et donc, on a presque trop de lumière. Désolée, c'est assez rare pour le dire. Donc, voilà. Et donc, on va être obligé de changer les places. Sinon, on ne va pas voir Bertrand et Eugénie. Ouais, je pense que... alors, attendez, je vais juste couper ma caméra 2 secondes. Excusez-moi, là, ça va pas ça. Et moi, je dois changer de place.
Oui, en fait, moi déjà, ma place est déjà là. D'accord. Voilà. Oui, c'est bon, je suis désolé, hein, vous décalez un tout petit peu. Pas de problème, vous avez juste mon nom au-dessus là. Voilà, très bien. Eh bien, bonjour à tous. Et effectivement, donc, je ne m'appelle pas Magda, hein, vous l'avez noté, je fais juste une substitution de place. Voilà, et Magda s'est mise juste en face et je suis avec Eugénie Guichot qui m'accompagne à côté de moi là, alors de l'autre côté, voilà, comme ça. Eugénie qui est avec moi, ah ben, qu'on voit juste en dessous exactement, et avec qui nous avons préparé ce support d'intervention en complément de l'intervention fiscale qui vient d'être faite. Alors, pour ce qui nous concerne, nous allons vous parler de questions plus de droit civil, c'est-à-dire d'organisation de votre patrimoine ou d'organisation de votre famille dans un contexte particulier de mobilité, c'est-à-dire ou des Français installés au Japon, ou des Japonais installés en France, ou des couples franco-japonais, enfin toutes les questions particulières qui concernent la France et le Japon. Alors, nous avons prévu de vous parler de trois choses. La première chose, ce sont les régimes matrimoniaux dans un contexte franco-japonais. La deuxième, ce sont les successions. Et enfin, après un petit interlude fiscal pour revenir sur les questions de fiscalité des successions dans ce contexte franco-japonais qui sera traité, je crois, par Magda, ou par Stéphanie, par Magda, nous retraiterons avec vous la question particulière des donations dans ce contexte franco-japonais. Alors d'abord, la question des régimes matrimoniaux. Pourquoi avons-nous souhaité vous parler des régimes matrimoniaux? Parce que ce n'est pas forcément ce qui vient exactement à l'esprit. Mais nous en parlons parce que c'est fondamental, en fait, dans l'organisation patrimoniale, de déterminer quel est le régime matrimonial qui vous est applicable. En général, en France, enfin pas en général, souvent en France, quand on se marie, on fait un contrat de mariage et le contrat de mariage détermine le régime matrimonial applicable à notre situation. Mais il se peut qu'on ne fasse pas de contrat de mariage et donc, dans cette hypothèse, le régime matrimonial s'applique par défaut et la loi française prévoit que par défaut, sans contrat, on est marié sous le régime de la communauté des biens. Ce régime matrimonial, il détermine la propriété des biens qu'on achète pendant le mariage et du patrimoine qu'on constitue pendant son mariage. Donc évidemment, c'est fondamental et c'est un préalable indispensable pour un règlement de succession, puisque bien entendu, c'est le régime matrimonial qui va déterminer quelle est la part de la succession du premier conjoint lorsqu'il y a la succession du premier conjoint. Si on est en communauté, c'est la moitié des biens communs. Si on est en séparation de biens, c'est les actifs qui appartiennent à ce conjoint qui est décédé. Donc vous voyez que forcément, c'est un préalable et un préalable important. D'autre part, dans toutes les questions de planification et d'organisation successorale, le régime matrimonial, c'est ce qui sert souvent à protéger la situation du conjoint survivant. On insère souvent des clauses qu'on appelle des avantages matrimoniaux qui peuvent préparer la protection du conjoint survivant en cas de décès du premier. Donc cette question est tout à fait fondamentale. Alors, je disais tout à l'heure, il faut la traiter de façon particulière lorsqu'on est dans un couple en élément d'extranéité. Donc, soit c'est un couple avec un des membres du couple qui est japonais et l'autre français, par exemple, soit c'est un couple franco-français mais qui est installé au Japon, par exemple. Et ça peut être aussi un couple de Japonais installé en France. On a un élément d'extranéité parce qu'on a une situation de résidence d'un côté d'un pays et de l'autre côté une question de nationalité. Donc, la question centrale, c'est quelle est la loi qui va régir le régime matrimonial de ce type de couple? Alors, c'est assez complexe cette question, évidemment, on va essayer de faire le plus simple possible. C'est complexe parce que la chose a évolué énormément ces derniers temps. On a eu d'abord, pendant un premier temps, jusqu'en 1992, jusqu'au 1er septembre 92, on a eu les règles classiques de droit international. Il n'y avait pas de convention particulière, on va y revenir. Ensuite, on a eu la Convention de La Haye de 78 qui est rentrée en vigueur le 1er septembre 92. Convention de 78 rentrée en vigueur en 92, c'est vous dire le temps que met la France parfois pour intégrer des conventions fiscales internationales. Et puis enfin, il y a eu ce qu'on appelle un règlement européen, donc c'est un peu comme une nouvelle convention internationale, enfin un règlement européen qui est entré en vigueur en 2019 et qui, lui, prévoit des nouvelles règles en matière de régime matrimonial. Donc, on va essayer de vous faire une synthèse un peu de ces trois situations parce que chacun d'entre vous peut être concerné par une de ces situations. Monsieur Savouret, juste un tout petit Oui. point. Est-ce que vous pourriez passer en mode lecture, s'il vous plaît, les slides? Une partie des slides est coupée, en fait. Ah, d'accord. Alors, attendez, je vais vous mettre en mode lecture Voilà, aussi, parfait. peut-être. Là, c'est bon? Alors, attendez, il faut le temps que ça
mouline un peu. Celui-là, là. Ouais. On organise ça. Hein. Pas de problème. Ouais, Alors, attendez, on va stopper voilà, un instant. Désolé. c'est nous. Bien sûr. C'est peut-être l'écran là, c'est celui-là, non? J'en profite pour dire aux spectateurs que normalement les slides seront mis à disposition après, mais on va essayer de faire en sorte. Ah. Voilà, ils sont Voilà. complets là. Merci beaucoup. Voilà, super. Merci Magda. Voilà, petite manipulation, et voilà. Alors, là c'est bon, hein, vous voyez bien tous les écrans, hein, tout l'écran. Oui, merci Ok, beaucoup. parfait, ok. Donc, j'étais rapidement dans la situation des époux mariés avant le 1er septembre 92. Et là, la règle est la suivante. Soit il y a, première situation, il y a un contrat de mariage. Donc, évidemment, c'est le contrat qui détermine la loi applicable. Si vous avez fait un contrat de mariage français, vous êtes soumis à la loi française. Si vous avez fait un contrat de mariage japonais, enfin, on y reviendra, évidemment, c'est la loi japonaise qui s'applique. Bon. Donc, ça, c'est simple. S'il n'y a pas de contrat de mariage, on regarde la loi, on regarde le pays dans lequel le couple a installé son premier domicile commun, effectif et stable. Et la jurisprudence considère qu'il faut avoir vécu au moins 2 ans dans un pays pour avoir un domicile commun, effectif et stable. Donc, par exemple, un couple de Français qui se marie en France sans contrat et qui reste en France pendant au moins 2 ans est marié sous la loi française, même si après il bouge. En revanche, un couple de Français qui part s'installer immédiatement après son mariage au Japon est considéré, alors même qu'il a été marié en France, comme étant marié sous le régime matrimonial japonais. Donc, évidemment, ça peut créer des surprises parce que tout le monde ne le sait pas forcément. On y reviendra parce qu'il y a des solutions pour anticiper un peu ces questions. Maintenant, pour les couples qui sont mariés entre 92 et 2019, donc entre le 1er septembre 92 et le 29 janvier 2019. Là, on est sous l'empire de la Convention de la Haye de 78. S'il y a un contrat de mariage inchangé, c'est toujours le contrat de mariage qui s'applique et la loi du contrat de mariage qui s'applique. En revanche, s'il n'y a pas de contrat de mariage, pardon, je précise dans ce slide que dans le contrat de mariage, les époux peuvent faire un choix. Ils peuvent choisir dans le contrat de mariage soit la loi de leur nationalité, soit la loi de la nationalité de l'un des deux époux, soit la loi du pays dans lequel on a la résidence au moment du contrat, soit la loi du pays dans lequel on va s'installer après le mariage. Donc, par exemple, un couple franco-japonais qui se marie en France peut, dans un contrat de mariage français, décider d'être soumis à la loi française ou la loi japonaise à leur choix, puisque dans les deux cas, il y a double nationalité et il y a même potentiellement une installation au Japon. Donc, on a une certaine latitude dans un contrat de mariage pour choisir la loi qui va régir le statut matrimonial des biens qu'on va acquérir pendant le mariage. Si on n'a pas fait de contrat de mariage, c'est un petit peu la même chose qu'avant 92, c'est-à-dire qu'on va regarder non plus le domicile, le terme a changé, mais la résidence habituelle après le mariage. Donc, il y a des nuances de droit, mais en gros, c'est quand même un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à défaut de contrat de mariage, on regarde la loi, vous serez soumis à la loi du pays dans lequel vous avez installé votre résidence habituelle après le mariage. S'il n'y a pas de résidence habituelle, mais je vais vite passer là-dessus, on regarde la nationalité commune et à défaut la loi du pays avec lequel on présente les liens les plus étroits. Donc c'est vraiment la Convention de la Haye prévoit tous les cas de figure pour déterminer la loi applicable. Donc on a pris ici un petit exemple. Alice et Vincent sont tous les deux français. Ils sont mariés en France le 16 juin 2006. Donc on est dans la période 92-2019. Et suite au mariage, immédiatement, mobilité professionnelle, ce couple va s'installer au Japon où ils sont toujours domiciliés. Mariage après 92, pas de contrat de mariage, donc ils ne sont pas mariés, malgré ce qu'ils ont pu éventuellement croire, sous le régime français de la communauté, mais ils sont mariés sous le régime japonais, et le régime japonais est un régime de séparation des biens. Donc c'est exactement l'inverse de la situation éventuellement qu'ils pensaient être applicable à leur cas particulier, parce qu'ils n'ont pas fait de contrat.
Autre élément très important à prendre en considération pour cette période des gens mariés entre 92 et 2019, c'est ce qu'on appelle la mutabilité automatique. La Convention prévoit que dans certains cas, quand il n'y a pas eu de contrat de mariage, on est soumis à la loi applicable d'un pays donné et après, on change pendant la vie du mariage automatiquement parce que la situation de fait a changé. Et c'est notamment le cas des gens qui ont été résidents dans un certain pays, dans un pays donné pendant un certain temps, et qui ensuite vont dans un autre pays et y restent plus de 10 ans. Et dans cette hypothèse, à partir du moment où ils restent dans un autre pays pendant plus de 10 ans, ils sont automatiquement soumis à la loi de ce nouveau pays, et ce, de façon successive. Donc on a pris un exemple pour qu'on soit bien clair. Sophie et Alain sont tous les deux français. Ils sont mariés en France en 1993, sans contrat. Suite au mariage, ils sont bien restés en France pendant 10 ans. Donc, ils ont bien été mariés sous le régime français de la communauté. Ensuite, ils ont déménagé au Japon. Ils résident toujours au Japon. Donc, ils sont au Japon depuis plus de 10 ans. Eh bien, ils ont automatiquement passé sous le régime japonais de la séparation des biens. Donc, dans le cas particulier de ce couple, on a eu un régime français de 93 à 2013, pendant les 10 premières années, et depuis 2013, ce couple est marié sous le régime légal japonais de la séparation des biens. Donc, et vous voyez que c'est une situation qui est très problématique parce que vous ne le savez pas, personne ne le sait, c'est un changement automatique. Donc, ça veut dire que les biens que vous achetez pendant une certaine période sont communs au couple, et les biens que vous achetez pendant une autre période sont personnels à celui qui les achète. Donc, c'est quand même très important de le savoir. Donc, cette question de mutabilité automatique a été dénoncée beaucoup par la pratique et par les notaires en particulier, parce que par définition, si on est dans une situation de mobilité, on n'est pas au courant de toutes ces choses et tout d'un coup, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout les règles du jeu qu'on avait prévues forcément au départ. C'est la raison pour laquelle il y a eu un règlement européen de 2016, du 24 juin 2016, qui est entré en vigueur le 29 janvier 2019. Et ce nouveau règlement européen s'applique donc à tous les gens mariés après 2019 et ne prévoit plus de mutabilité automatique. Donc pour tous les couples mariés récemment, il n'y a plus de mutabilité automatique. En revanche, la mutabilité automatique demeure pour les couples mariés dans la période 92-2019. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les couples récemment mariés? Eh bien, soit il y a un contrat de mariage, toujours pareil, on choisit la loi du contrat, et la loi du contrat, ça peut être celle de la résidence ou celle de la nationalité. Donc on a un certain choix. Soit il n'y a pas de contrat de mariage, et à ce moment-là, on prend la loi de la première résidence habituelle commune des époux. Là, ça n'est pas changé, mais il n'y a plus de mutabilité automatique. Donc là, c'est la même chose que le règlement, que la Convention de La Haye de juste avant, mais en beaucoup plus simple, puisqu'il n'y a plus de mutabilité automatique. En plus, dans la période antérieure, 92-2019, il y avait la possibilité de choisir plusieurs lois applicables si on avait plusieurs biens immobiliers dans plusieurs pays. Ça n'existe plus dans le règlement européen. Donc, le règlement européen a beaucoup simplifié les choses. Alors, dans un contexte franco-japonais, qu'est-ce qu'il faut bien regarder? La règle que je viens de vous exposer est une règle française. Mais le Japon, lui, a ses propres règles et décide que le régime matrimonial d'un couple est déterminé selon la loi de la nationalité commune des époux, à défaut par la loi de la résidence habituelle. Donc, vous voyez qu'on a une règle japonaise qui est différente de la loi française, parce que nous, on s'attache à la loi de la résidence habituelle, le Japon s'attache à la loi de la nationalité commune. Donc, ça veut dire qu'une situation pourrait être traitée différemment selon qu'on est du point de vue japonais ou selon qu'on est du point de vue français. Par exemple, un couple, je ne sais pas si j'ai mis un exemple derrière, non, pas là. Par exemple, un couple franco-français qui va s'installer au Japon juste après le mariage, bien ce couple sera considéré du point de vue français comme soumis au régime légal japonais, mais du point de vue japonais sera considéré comme soumis au régime français. Donc d'un côté, on est en communauté, de l'autre côté, on est en séparation de biens. Donc vous voyez là des éléments de complexité liés à l'extranéité, liés à la mobilité, qui sont parfois très, très, très ennuyeuses. Donc, alors, autre élément, et je vais venir après aux solutions, bien sûr, autre élément important, c'est que le droit japonais prévoit ce qu'on appelle l'immutabilité des régimes matrimoniaux, c'est-à-dire que quand on est parti dans le mariage avec un régime matrimonial, on ne peut plus en changer. Alors qu'en France, vous pouvez être marié sous la communauté, puis ensuite décider de changer pour passer à la séparation de biens, ou au contraire passer de la séparation à la communauté.
on a eu pendant longtemps en France l'immutabilité, mais maintenant, on a beaucoup assoupli le dispositif. Ça n'est pas le cas au Japon. Donc, être marié en droit français ou en droit japonais, ça a beaucoup de conséquences. Autre élément important, c'est que le droit japonais ne connaît pas, à notre connaissance, la notion d'avantages matrimoniaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir dans un contrat de mariage des clauses qui avantagent le conjoint en cas de décès du premier. Or, ça, c'est très fréquemment utilisé en pratique dans les stratégies patrimoniales. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous avez un contrat de mariage français avec un avantage matrimonial, exemple, la possibilité pour le survivant de récupérer la résidence du couple, c'est très fréquent. Et si vous allez vous installer au Japon avec ce contrat de mariage, il n'est pas du tout évident, si vous êtes soumis à la loi successorale japonaise, que la clause qu'on a insérée dans le contrat français fonctionne au Japon. Donc, c'est très important dans un contexte de mobilité de bien faire le point d'une stratégie qu'on a définie dans un pays A pour vérifier qu'elle marche bien dans un pays B. Et c'est tout à fait le cas dans la relation entre la France et le Japon. Donc, nous n'avons pas, évidemment, dans le cadre d'un webinaire de cette nature, le temps de traiter tous les cas. Ce qui est important, c'est chaque cas particulier doit être traité en concertation, toujours avec des juristes locaux. Il est important que deux juristes se parlent pour définir une stratégie cohérente dans les deux pays. En toute hypothèse, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quelques anticipations de base. L'anticipation minimum, c'est que quand on est en situation de mobilité, encore plus que dans une situation purement nationale, il faut faire un contrat de mariage, ne serait-ce que pour définir la loi applicable à la situation du couple. Et une fois qu'on a fait le contrat, qu'on a défini la loi applicable, ça ne bouge plus, quelles que soient les évolutions géographiques. Mais après le mariage, il y a également des solutions. Il y a ce qu'on appelle la DLA, déclaration de loi applicable. Le règlement européen prévoit que pour les gens qui n'ont pas fait de contrat, on peut prévoir, ils peuvent changer, ils peuvent ou choisir ou changer la loi applicable à leur régime matrimonial et donner à ce choix de loi un caractère rétroactif, c'est-à-dire qui remonte depuis le début. Donc, si un couple n'a rien prévu et pas fait de contrat, il peut aujourd'hui faire un acte en France indiquant qu'il a voulu depuis le départ choisir ou la loi française ou la loi japonaise, mais au moins ce choix sera rétroactif. Donc ça évite toutes les situations d'incertitude dans lesquelles on se trouve. Alors évidemment, la question, c'est de savoir si cette reconnaissance, cette désignation de loi applicable est opposable au Japon. Parce que ça, c'est la France qui prévoit ça avec le règlement européen dont je viens de parler. Donc là, je n'ai pas de réponse toute faite à cette question. Il faut dans chaque situation vérifier si cette solution de déclaration de loi applicable est opposable au Japon ou n'est pas opposable au Japon. Donc, nous, ce qui nous semble, c'est que le droit japonais prévoit la possibilité de changer de loi applicable pour l'avenir, mais ne permet pas de donner un effet rétroactif. Donc, mais on a constaté dans certains dossiers que ce n'était pas toujours aussi simple. Donc, c'est pour ça qu'il faut que chaque situation soit examinée avec un juriste japonais local. Voilà, donc là, on a pris un petit exemple. Sophie et Alain, dont on a parlé tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un effet de mutabilité automatique. Donc, ils ont été mariés d'abord sous le régime français et après sous le régime japonais. Ils font une déclaration de loi applicable par acte notarié en France. C'est obligatoirement fait par acte notarié. Ils désignent la loi française comme applicable à leur situation et cette loi française sera applicable depuis le début de leur mariage jusqu'à encore aujourd'hui. Donc voilà pour les régimes matrimoniaux. Bon, j'ai conscience que c'est parfois un peu complexe, mais peut-être il y aura des questions, mais au moins on voulait vous donner quelques éléments de repère indispensables. Maintenant, sur la question des successions, c'est un petit peu plus simple, mais c'est les mêmes réflexes à avoir, c'est-à-dire que quand on bouge, la loi bouge et parfois on n'est même pas au courant. Donc, l'enjeu, c'est important puisque la loi successorale détermine qui sont les héritiers, dans quelle proportion, et est-ce qu'il y a un droit réservataire? Est-ce qu'une part de notre succession est réservée à certains héritiers? Est-ce qu'on peut le déshériter, un enfant? Est-ce qu'on ne peut pas le déshériter? Quels sont les droits du conjoint survivant? Est-ce qu'il est protégé, pas protégé? Donc, c'est quand même des enjeux très importants. Est-ce qu'il faut faire un testament? Comment il faut le faire? Bon, c'est toutes ces questions-là qui concernent donc le droit successoral applicable. Alors là encore, le droit français est régi par le règlement européen qui dit règlement succession, qui date de 2012 et qui est applicable à toutes les successions ouvertes depuis le 17 août 2015. Et que dit ce règlement européen? Donc là, comme les régimes matrimoniaux, je parle bien de la solution vue du côté français. Et on verra après ce que ça donne du côté japonais. Eh bien, du côté français, c'est la loi successorale et la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Si le défunt
avait sa résidence habituelle au Japon, c'est la loi japonaise qui s'applique. Si le défunt avait sa résidence habituelle en France, c'est le droit successoral français qui s'applique. Je parle bien ici de résidence habituelle. Ce n'est pas l'endroit où on décède, c'est l'endroit où on a sa résidence habituelle. C'est-à-dire que si un Français a sa résidence habituelle au Japon, mais qu'il est atteint de maladie, qu'il vient à l'hôpital en France et qu'il décède à l'hôpital, il n'avait pas sa résidence habituelle en France. Il avait bien sa résidence habituelle au Japon. Mais le règlement européen prévoit la possibilité pour une personne donnée de supprimer cette règle et de choisir la loi applicable à sa nationalité. Donc, par exemple, un Français qui habite au Japon, qui a sa résidence habituelle au Japon, en principe, il est soumis à la loi successorale japonaise, mais il peut décider, dans un testament, dans un document spécial, que la loi successorale sera la loi de sa nationalité, c'est-à-dire la loi française. C'est ce qu'on appelle d'un point de vue technique la professio iuris, qui est un élément très important, un outil très très indispensable dans les couples en situation de mobilité internationale, puisque notamment ça permet de stabiliser la loi applicable. On va y revenir avec un exemple. Il faut que je vous parle de ce qu'on appelle le renvoi, qui est une technique internationale qui est un peu complexe, mais qui est importante dans le contexte franco-japonais. La loi de la résidence habituelle, en l'occurrence, c'est la loi définie par le règlement européen. Mais éventuellement, la loi de la résidence habituelle peut être celle d'un État qui n'est pas parti à ce règlement européen. Et c'est le cas du Japon. Le Japon, évidemment, n'est pas dans le règlement européen dont je viens de parler. Donc, dans mon couple français, par exemple, qui est installé au Japon, le droit français dit c'est le droit japonais qui s'applique parce que la résidence habituelle est au Japon. Mais le Japon peut dire autre chose. Il se trouve que le Japon dit autre chose parce qu'il dit que la loi successorale, c'est la loi de la nationalité. Donc la loi, du point de vue français, la loi successorale, c'est la loi japonaise, mais du point de vue japonais, c'est la loi française. Donc il y a ce qu'on appelle un renvoi vers la loi française, et dans ce cas particulier, la France accepte ce renvoi, c'est-à-dire que finalement, contrairement à ce qu'on pensait au départ, c'est bien la loi française qui va s'appliquer. Et on voit bien que pour éviter ces systèmes d'incertitude de renvoi, la bonne solution pour ce couple franco-français qui s'installe au Japon, c'est de faire le choix express de la loi française comme applicable à sa succession. Parce que du coup, ça marche du point de vue français, on a le droit de le faire, et ça marche du point de vue japonais, puisque c'est la loi nationale qui s'applique à la succession. Pardon. Donc on a pris un exemple numéro 1, Jean possède la nationalité française, il s'est installé au Japon depuis 15 ans. Et aujourd'hui, il s'interroge sur sa succession, son testament, etc. Quelle sera la loi applicable à sa succession? Selon la France, c'est la loi japonaise. Selon le Japon, c'est la loi française, loi nationale. Donc, il y a un renvoi. Donc, ce que nous conseillons à Jean, c'est de faire un choix express de loi française pour éviter d'avoir à se poser cette question de renvoi et pour mettre tout le monde d'accord. C'est l'équivalent de ce que j'ai indiqué tout à l'heure pour le régime matrimonial, hein, déclaration de loi applicable. En matière successorale, ça s'appelle une professio iuris. Et c'est évidemment un très bon instrument pour être sûr qu'il n'y a pas de question. Autre exemple plus compliqué, qui aboutit à une situation différente. Yumi. Yumi, c'est la femme de Jean. Et Yumi, elle, est japonaise. Donc, comme Jean, elle a vécu d'abord en France et après, elle est partie s'installer au Japon. Ils sont tous les deux installés au Japon. Quelle sera la loi applicable à sa succession? Du point de vue français, c'est la loi japonaise, loi de la résidence habituelle. Du point de vue japonais, c'est aussi la loi japonaise. Donc là, tout va bien. Sauf que Yumi ne peut pas décider que c'est la loi française qui est applicable à sa situation, puisqu'elle n'est pas française. Donc du point de vue français, elle ne peut pas choisir la loi française. Donc dans ce couple, on a Jean qui peut être soumis à la loi française et qui sera soumis à la loi française pour le règlement de sa succession, mais Yumi qui sera forcément soumise à la loi japonaise. Et je ne vous parle pas d'un contexte encore différent, c'est si Yumi reste en France. Parce que si Yumi reste en France, elle est soumise à la loi française parce qu'ayant sa résidence habituelle en France, mais à la loi japonaise au Japon. Donc là, on a deux lois revendiquées différentes. Donc ça, c'est encore une autre situation que je ne traite pas ici. Donc, quelles sont les solutions dans le contexte franco-japonais? Évidemment, c'est d'harmoniser tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut, on trouve là, par des déclarations de loi applicables, on détermine la loi successorale identique pour les deux personnes du même couple. Mais parfois, ce n'est pas possible. Dans l'exemple que je viens de donner, ce n'était pas possible. Dans cette situation, on va travailler avec un juriste local pour que les
les décisions successorales, ce qu'on appelle la planification ou la stratégie successorale, soient identiques dans ses résultats, tant avec des outils japonais qu'avec des outils français. Donc ça, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut se parler ensemble et puis trouver les mêmes notions, les mêmes concepts, mais on peut aboutir à ce que le résultat soit le même avec des outils différents. Donc là, ce sont des situations dans lesquelles il faut travailler très étroitement avec un juriste local. Donc, pour terminer sur ce sujet, ce sur quoi nous voulons vraiment insister, c'est que en matière de droit civil, régime matrimonial, succession, la mobilité implique des changements de loi et implique des lois différentes applicables à diverses situations. Donc, le plus important en matière de stratégie successorale, le plus important, c'est de coordonner et de simplifier. Donc, toutes les interventions qu'on peut faire, c'est pour coordonner et simplifier. Coordonner, si possible, le régime matrimonial avec la loi successorale, puisque l'un dépend de l'autre. Si on a une loi successorale applicable au régime matrimonial en France et à la succession au Japon, évidemment, ça va rendre les choses compliquées. Donc, on va essayer de coordonner les deux. De la même façon, on va essayer de coordonner les lois successorales applicables aux membres d'un même couple. Et bien entendu, ce travail se fait en concertation avec les juristes locaux. Mais, petite point de liaison pour ce qui va suivre, tout ce que je viens de vous indiquer, ce sont des choix de loi qu'on peut faire en matière de droit civil. On n'a évidemment pas le droit de choisir la loi applicable à sa fiscalité successorale, c'est-à-dire que la fiscalité dépend de critères objectifs. Je ne peux pas choisir d'être soumis à la fiscalité française ou japonaise, c'est beaucoup trop facile. Ça ne marche pas. Mais quand on fait un choix de loi France ou Japon, bien entendu, ça a des impacts en matière de fiscalité parce que la loi successorale ne sera pas nécessairement la même. Et donc, il est important d'avoir en tête peut-être quelques critères de fiscalité successorale dans le contexte franco-japonais. Et je relaisse sur ce sujet la parole à Magda et je reviens après pour finir sur les donations. Merci, Bertrand. Alors, effectivement, comme le disait Bertrand, la loi fiscale qui va s'appliquer aux successions est imposée. Il n'y a pas de choix possible. Et la difficulté dans un contexte franco-japonais, c'est qu'il n'existe pas de convention fiscale en matière de succession. Donc, on va avoir là une coexistence de deux droits nationaux, le droit fiscal français et le droit fiscal japonais. On a préféré en fait illustrer ce qui est prévu par ces législations au travers de trois exemples qui sont détaillés sur cette slide. Donc, on va prendre la première situation. Donc, on a un défunt qui est décédé au Japon, dans notre cas, des héritiers qui sont non résidents fiscaux de France, mais des biens qui sont situés en France. Donc là, c'est l'article 750-2 du Code général des impôts qui s'applique, qui prévoit cette situation, donc côté français. Dans ce cas-là, puisqu'il y a des biens qui sont situés en France, seuls ces biens vont être soumis au droit de mutation en France. Et si une imposition est due au Japon, on ne pourra pas imputer l'impôt payé à l'étranger. Deuxième exemple, la personne donc décède au Japon. Il y a des héritiers en France. Ces héritiers sont résidents fiscaux de France. Et ils sont résidents fiscaux de France depuis au moins 6 ans, ou en tout cas pendant 6 ans au cours des 10 dernières années. Et on a des biens qui sont situés en France et à l'étranger, ou simplement seulement à l'étranger. Dans ce cas-là, cette situation est prévue à l'article 750-3 du Code général des impôts. Et donc là, ce sont tous les biens qui sont situés en France et ou à l'étranger qui vont être soumis au droit de mutation en France. Là, l'article 784A du Code général des impôts prévoit une limitation du risque de double imposition puisque les droits de mutation acquittés au Japon sur les biens situés au Japon vont être déductibles des droits de mutation dus en France. Et dernière situation, donc la personne qui décède réside au Japon. Tous les héritiers sont non résidents fiscaux de France, donc ils ne sont plus en France, et tous les biens sont situés hors de France. Donc,
Dans ce cas-là, il n'y a aucun élément qui rattache la situation à la France, donc aucune imposition n'est due en France. Un petit rappel pour le côté français, la déclaration de succession d'une personne qui est décédée à l'étranger doit être déposée dans les 12 mois à compter de la date du décès par les héritiers auprès de la recette des impôts des non-résidents. Et quand on déclare, on doit payer les droits de mutation dus. Pour information comparatif, le délai de droit commun lorsque on est dans une situation franco-française, c'est 6 mois. 6 mois pour déposer la déclaration. Quand le défunt est à l'étranger, donc on a une extension de 6 mois, donc jusqu'à 12 mois. Voilà pour la partie droit de succession. Je repasse la parole à Bertrand. Oui. Merci Magda. Donc, oui, un petit mot rapidement pour conclure sur ces questions de coordination. Là, je reviens vraiment sur les questions de droit civil. C'est la question des donations. Pourquoi j'évoque la question des donations? Parce que en France, on utilise énormément les donations, notamment pour alléger la pression fiscale sur les successions, puisque procéder par une transmission à une transmission par voie de donation est beaucoup moins coûteux que par une voie de succession. Alors, je ne connais pas la pratique des donations au Japon. Je ne sais pas si ça se pratique beaucoup compte tenu de la fiscalité locale, mais en tout cas, c'est souvent fait en France. Et donc, on a observé que la question des donations est souvent mal prise en compte dans les situations de mobilité internationale. Et il faut, comme je le disais tout à l'heure, coordonner régime matrimonial, succession, mais il faut aussi absolument coordonner aussi les donations. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait une donation dans le droit successoral français, une donation n'est qu'une avance sur une succession future. Et lorsqu'on fait une donation à l'un des enfants, par exemple, cet enfant doit ce qu'on appelle le rapport, c'est-à-dire que au moment du règlement de la succession, on va déterminer que tel enfant a déjà reçu une donation et que donc il faut compenser les autres enfants en donnant, en prélevant dans la succession de quoi lui donner la même chose, de quoi donner aux autres la même chose que ce que le premier a reçu. Parce que le grand principe du droit successoral français, c'est l'égalité. Et donc ça, c'est la technique du rapport et c'est ce qui existe en droit successoral français. Mais on peut aussi décider de faire une donation à un enfant pour l'avantager. C'est ce qu'on appelle une donation hors part. À ce moment-là, cette donation ne sera donc pas rapportable, c'est-à-dire qu'elle sera définitivement donnée à cet enfant. Et on peut le faire à cet enfant ou d'ailleurs à quelqu'un d'autre. Hein. Bon. Et on peut le faire parce que en droit successoral français, il y a une partie de la succession qui est réservée aux enfants et une partie qui est disponible. Et cette partie disponible permet d'avantager éventuellement tel ou tel enfant. Quand on a un enfant, la moitié du patrimoine est disponible, la moitié est réservée à cet enfant. Quand on a 2 enfants, un tiers est disponible, 2 tiers réservés aux enfants. Et quand on a 3 enfants ou plus, 3 quarts sont réservés aux enfants, un quart est disponible. Donc, c'est très important. Dans la donation, on écrit généralement que cette donation est une avance. À ce moment-là, on explique comment ça fonctionne, ou au contraire qu'elle est hors part. Mais donc, on voit bien qu'une donation en droit français est une donation qui est toujours une anticipation de la succession. Donc, ce qui est très important, c'est que la donation soit bien coordonnée avec le règlement de la succession future. Parce qu'évidemment, je vais m'en remettre dessus, parce qu'évidemment, si on a prévu une règle dans une donation, par exemple, un couple franco-français ou un monsieur ou une dame en France prévoit des donations. Et dans la donation, le notaire français a écrit hors part ou en avance de part ou prévoit des règles pour la succession future. Mais ce monsieur ou cette dame ou ce couple va vivre au Japon. Et supposons que la loi successorale est à ce moment-là la loi japonaise. Je ne sais pas du tout comment sera pris en compte dans la loi successorale japonaise la règle qui avait été fixée au moment de la donation. Donc peut-être ce qui avait été prévu à l'époque, par exemple, c'est une avance rapportable ou c'est hors part, peut-être que ce ne sera pas respecté dans la loi successorale future. Donc c'est très important pour des couples qui déménagent en cours de vie patrimoniale, je vais dire, qui ont à un moment donné fait des donations, qui après s'expatrient, particulièrement au Japon, parce qu'il se peut très bien que ce qu'ils ont prévu au moment des donations ne soit finalement pas respecté, et ce serait évidemment assez désagréable. Donc je ne sais pas précisément, du moins on n'a pas le temps de le définir et de le détailler, ce que prévoit le Japon en droit successoral en matière de rapport des donations, mais c'est important de l'intégrer dans une réflexion au moment où on s'expatrie ou au moment où on pense au règlement de sa succession. Je termine en disant qu'en droit français, on a un outil particulier qui est la donation-partage. La donation-partage, c'est le fait d'avoir donné des biens
à tous ses enfants. Et en général, c'est la même chose, enfin le même montant à chaque enfant. Et, euh, et cette donation, partage, fait qu'on n'en parle plus dans la succession future. C'est la raison pour laquelle très souvent, on conseille aux des gens qui sont en situation de mobilité de faire une donation partage pour ne plus avoir après à traiter justement ces questions de rapport, de réduction, etc., etc. Et la donation partage, on prévoit, le règlement européen dont je parlais tout à l'heure, prévoit elle vaut donation partage parce qu'elle est valablement faite en droit français au moment où elle est faite, même si le couple s'expatrie après. Bon, encore faut-il être sûr de comment c'est traité dans le droit japonais. Voilà. Donc, c'est quelques notions rapides. Et quand je parle de donation, je ne parle pas d'une aide qu'on peut faire au profit des enfants pour financer ses études, etc. Je parle vraiment des donations, c'est-à-dire des transferts de patrimoine, soit des donations de biens immobiliers, par exemple en France, soit des donations de sommes d'argent à ses enfants pour qu'ils puissent s'installer et pour qu'ils puissent créer une entreprise, etc., etc. Ce sont ça les donations dont je parle là et qui sont forcément prises en compte dans une succession future. Donc là encore, on a vraiment la nécessité d'assurer une parfaite coordination entre ce qu'on a prévu dans la donation et ce qui sera prévu dans les successions. Donc voilà, donc on va essayer d'être un peu concis et rapide là aussi, comme disait Stéphanie tout à l'heure, sur des questions complexes, mais j'imagine que peut-être on peut répondre aux questions. J'ai l'impression qu'on a pas mal de questions dans le Q&A. Je ne sais pas, Pierre, si vous voulez reprendre la main. Alors, je peux reprendre la main pour vous poser les questions au fur et à mesure, comme vous le souhaitez. On a reçu quelques questions, en effet, dans le Q&A. Alors, j'y vais dans l'ordre et puis On qui va se se sent le mettre. plus à l'aise répond. Donc, de la part de Nicolas, dans le cas d'une location meublée au régime réel, on déduit les amortissements du bien. Comment ces déductions fiscales sont-elles traitées en cas de vente du bien? Viennent-elles diminuer la valeur nette fiscale et donc augmenter la PV imposable? Alors, je vous avoue, je n'ai pas entendu le début. Alors, les amortissements sont effectivement déductibles pour la détermination du revenu net catégoriel, donc ce qui va être soumis à impôt sur le revenu. En revanche, ça ne devrait pas impacter sur la détermination de la plus-value de cession d'immeubles, sauf si on est dans un contexte professionnel. Oui, c'est ça. Et donc là, c'est des règles particulières qui s'appliquent que je ne maîtrise pas par cœur et qu'il faudrait éventuellement qu'on vérifie. Mais voilà. Donc, Je vais en si on est profiter aussi pour répondre à une autre question qui est bien sûr, euh, vous pourrez contacter les panélistes après l'intervention. On laissera les coordonnées si vous avez des questions très précises. Voilà, donc effectivement, donc l'amortissement dans le cadre des plus-values de cession d'immeubles, à voir si on est dans un contexte professionnel, ça nécessite de creuser le sujet, effectivement. Je continue. Après Oui. 5 ans de présence au Japon, il me semble que les revenus mondiaux sont à déclarer au Japon, incluant donc les revenus fonciers. Quelles charges peuvent être déduites fiscalement au Japon? Est-ce similaire au système français du régime réel, donc avec déduction des amortissements? Alors effectivement, donc on n'est pas spécialiste Oui, du droit fiscal japonais, mais il y a cette règle qui existe au Japon d'un champ de la base imposable limité les 5 premières années et qui s'étend aux revenus mondiaux au bout de 5 ans. Dans ce cas-là, les revenus fonciers de source française doivent être déclarés effectivement au Japon, mais c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, la convention fiscale donc, en matière de revenus, elle existe, conclue entre la France et le Japon va prévoir que ces revenus fonciers de source française doivent être imposés en France parce que le bien immeuble qui génère les revenus est situé en France. Et côté japonais, on va bénéficier d'un crédit d'impôt pour éviter la double imposition. Et le crédit d'impôt va être égal à l'impôt français payé sur ces revenus fonciers qui va venir en déduction de l'impôt japonais. là, en l'occurrence, sur l'impôt sur les revenus, on a la chance d'avoir une convention, à la différence de succession et donation, entre la France et le Japon. Et donc, vous avez toujours un moyen, il faut faire attention, ce n'est pas toujours le même en France, au Japon et selon la catégorie des revenus, mais vous avez toujours un moyen d'éviter la double imposition en tout cas.
Donc, sur les revenus, il n'y a pas trop de soucis. Alors, je continue avec une question d'Emmanuel. Comment se passe au niveau fiscal si j'ai un visa permanent au Japon et que je retourne et travaille en France? Est-ce qu'il y a une double imposition France et Japon? Alors, alors là, est-ce qu'on est sur du retour? Alors, si on est sur du retour temporaire en France, donc on est plutôt sur des voyages d'affaires en France ou du business trip, euh, ça n'a rien à voir avec, il n'y a pas de lien avec le visa en fait. C'est la Non, résidence fiscale qui va déterminer où vous devez être imposé. Donc, si vous êtes résident fiscal du Japon, vous êtes imposé au Japon. Si vous avez une activité en France en qualité de non-résident, et vous faites des allers-retours avec le Japon, il pourrait y avoir effectivement une imposition en France sur la quote-part de vos revenus afférents à vos jours travaillés en France dans certaines conditions. En fait, la convention va prévoir que le principe, c'est qu'il y a une allocation de vos revenus professionnels entre la France et le Japon en fonction du lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Mais il y a ce qu'on appelle la clause de mission temporaire qui va prévoir une exception à ce principe et qui va prévoir une imposition intégrale dans l'état de résidence si trois conditions sont remplies. La première, c'est que vous passez moins de 183 jours en France sur une période de 12 mois. Et là, on considère tous les jours passés en France, aussi les jours de vacances. La deuxième condition, c'est que votre rémunération n'est pas versée par un employeur qui est situé en France. Et la troisième condition, c'est que la rémunération n'est pas versée par une succursale, un établissement stable de l'employeur en France. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de conditions. mais en tout cas, où on peut résumer, c'est ce que tu disais au début, Magda, c'est que l'immigration et le visa n'a rien à voir avec la résidence et la fiscalité. Et donc, il faut voir, même si vous avez un visa en ordre, vous pouvez redevenir résident fiscal français. C'est deux choses complètement différentes. Très bien. Alors, je vais continuer. Pour une donation du Vous vivant. avez passé une question, Pierre, excusez-moi Ah, de vous ah, interrompre. Il y avait une j'ai question sur le dû, peut-être. patrimoine immobilier en matière d'IFI, je pense. Alors, c'est possible. C'est possible et je ne la trouve plus. Donc, si Ah. vous la voyez, n'hésitez pas à la lire Alors, et y répondre. peut-être répondre de tête, je l'ai lu très rapidement, mais comment on détermine la valeur de marché d'un bien immobilier au 1er Oui. janvier? Donc oui, Internet peut être une bonne source, mais vous avez aussi une fonctionnalité maintenant Mm. qui est disponible depuis 4-5 ans, je Oui. dirais, sur le site de l'administration fiscale, impôts.gouv.fr. Vous avez accès aux données cadastrales. Et en fait, c'est un espace qui archive toutes les ventes qui ont eu lieu dans le quartier au cours de la période de temps Oui. est assez large. Donc, vous pouvez, par des critères, des filtres, déterminer le quartier, la période de référence dans le temps. Et ça va vous donner donc l'ensemble des ventes qui ont eu lieu autour de votre bien immobilier. Ça va vous aider du coup à valoriser le bien. Et en tout cas, c'est les informations que l'administration fiscale prendra en compte si elle vient vous opposer le fait que vous avez sous-estimé un bien ou que vous n'avez pas déposé de déclaration IFI alors que vous êtes propriétaire d'un immeuble et que l'administration fiscale estime que la valeur nette est supérieure à 1,3 million. Après, c'est toujours des discussions avec l'administration fiscale, hein. Il n'y a pas Mm. de science exacte dans ce domaine, puisque pour valoriser un bien, on parle de valeur de marché, donc il y a énormément de critères qui rentrent en jeu. On peut avoir un bien situé à une même adresse, mais en fonction de l'étage dans l'immeuble, ben, bien évidemment, la valorisation va être différente parce que l'ensoleillement sera différent. Voilà, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Et ça peut être aussi des valorisations faites par des agents immobiliers. Vous pouvez tout à fait opposer à l'administration fiscale une Certificat. valorisation faite par un agent immobilier. Bien évidemment, il faut se situer aux alentours de la date du 1er janvier de l'année d'imposition, puisque le marché immobilier peut être volatile et particulièrement en ce moment. Alors, je passe à la question suivante de la part de Jean-Baptiste Dumerc.
Pour une donation du vivant du côté français d'un bien immobilier aux enfants qui date de plus de 15 ans et donc finalisé, est-ce que les impôts japonais pourront accepter que ce bien n'appartient plus au défunt à la date du décès et donc ne fait plus partie de la succession? Je réponds. Ah Bah oui. oui. Très bien. Alors, a priori, oui, mais pour bien clarifier la réponse. En fait, la question est une question de territorialité, comme on le rappelait tout à l'heure. Si la donation de ce bien immobilier, il y a 15 ans, était non imposable au Japon parce qu'il n'y avait pas de critères de territorialité japonais, à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'elle devienne imposable au Japon du fait de la succession au Japon. La question de la règle des 15 ans est une question du rappel fiscal spécifiquement française, hein, elle n'implique pas le Japon. La règle des 15 ans, c'est, étant donné qu'on a un barème progressif pour calculer les droits de succession, quand on a fait une donation de moins de 15 ans, on la reprend pour reprendre la progressivité dans le calcul des droits de succession futurs. Quand elle a plus de 15 ans, on remet le barème à zéro. Donc c'est vraiment une règle franco-française pour tenir compte de la progressivité. Dans un contexte franco-japonais, si la donation a été faite il y a plus ou il y a moins de 15 ans et qu'elle n'était pas imposable au Japon, elle ne va pas redevenir imposable au Japon du fait que la succession interviendra au Japon. En tout cas, c'est à vérifier, mais il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Donc voilà, donc la réponse est oui, 15 ans ou moins de 15 ans, à partir du moment où elle n'était pas imposable, elle ne devient pas imposable au Japon plus tard. Je pense que la suite, c'était Oui, c'était ouais. c'était une précision. Alors, bon, bah, ça, on y a répondu tout à l'heure. Est-ce que vous faites des consultations individuelles en ce qui concerne la fiscalité, gestion de patrimoine franco-japonaise? Comment vous contacter? Euh, N'hésitez pas à nous contacter. voilà. Effectivement, on vous fera une proposition de service. S'il y a besoin, en tout cas, excusez-moi, si on a besoin de nos collègues et de nos homologues, pardon, japonais, à ce moment-là, on fera une proposition conjointe, mais avec plaisir, on pourra vous faire une proposition de service. Et dans les slides, il y a nos coordonnées. Oui. Exactement la même chose pour nous, hein, bien sûr. Alors, en cas de décès d'un Français en France et d'héritiers en France et au Japon, que se passe-t-il au niveau succession et impôts? Alors, succession d'abord, Oui. peut-être. Voici. Ouais, ok. Alors, du point de vue purement successoral, en fait, la présence d'héritiers en France ne change rien. C'est-à-dire que la loi qui est applicable à la succession, c'est la loi applicable à la succession de la personne décédée. Donc, ça veut dire que si le défunt était au Japon, c'est peut-être la loi successorale japonaise. Le fait qu'il ait des enfants dans un autre pays n'impacte absolument pas la loi successorale, hein. Donc, pour définir la loi successorale d'un point de vue civil, on ne regarde que la situation de celui qui est décédé. En revanche, du point de vue fiscal, c'est moins simple. Voilà, d'un point de vue impôt, j'aurais tendance à dire que c'est quand même une question Oui. plutôt côté japonais, puisque le défunt, je comprends, on n'a plus le texte. Le défunt était au Japon et les enfants sont en France. Non, je crois que le défunt, il est français, il était en France, Désolé, et qu'on a j'ai des passé un peu trop à vite. la fois en France et au Japon. Oui. Ce qui va déterminer l'imposition éventuelle des droits de succession au Japon, dans cette configuration-là, selon moi, c'est de savoir s'il y a des biens ou non qui sont situés au Japon. Ouais, la localisation. Alors, il y a aussi le fait que comme il n'y a pas de convention fiscale, c'est vrai que les Français en France, les héritiers résidents français pourront être soumis à un impôt français parce qu'ils sont eux-mêmes résidents en France à partir du moment où, comme le rappelait Magda tout à l'heure, ce Français est résident depuis au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. Oui. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir aussi une fiscalité Il y aura française. une fiscalité française, de toute façon, effectivement, dans l'exemple. Mais est-ce qu'il y aura une fiscalité japonaise? Je pense que c'est très lié, compte tenu des hypothèses qu'on avait, au lieu de situation des biens. D'accord. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions, mais donc on va essayer de répondre à quelques-unes. Donc, ma question concerne le devenir des fonds accumulés au Japon lorsque l'on quitte le pays et que l'on doit donc fermer nos comptes bancaires japonais. La valeur du yen étant très défavorable à un transfert bancaire en France, je me demandais s'il était possible de transférer ces fonds, les fonds personnels, sur le compte de son époux japonais sans qu'il y ait prélèvement par les autorités japonaises. Y a-t-il un recours éventuel? Là, j'ai envie de vous dire, là, excusez-moi, c'est une question trop japonaise. Là, il faudrait qu'on voit avec nos homologues japonais. Ce que je peux juste dire du côté français, c'est que quand vous devenez résident fiscal de France, par contre, il faut déclarer, même si vous n'avez pas de revenus,
si vous avez des revenus, bien sûr, vous déclarez vos revenus, des intérêts, des dividendes ou des choses comme ça. Mais même si vous n'avez pas de revenus, vous avez à déclarer les comptes bancaires situés à l'étranger, les comptes bancaires et les assurances vie situés à l'étranger. C'est devenu de plus en plus regardé par l'administration et les pénalités sont de plus en plus chères. Donc, il faut faire attention à ça. Je suis désolée, je ne peux pas répondre sur le côté japonais, mais déjà du côté français, ne pas oublier de déclarer ses comptes bancaires étrangers et assurance vie étrangère quand on est résident fiscal de France. Tu voulais rajouter quelque chose, Magda? Non. Non, moi j'aurais peut-être proposé de garder le compte bancaire ouvert au Japon. Oui, il n'y a pas de... Il faudra juste le déclarer à ce moment-là en France. En tout cas, du côté français, il n'y a pas tellement de... On peut avoir des comptes bancaires au Japon. Hein. Alors, question suivante. À propos de la fiscalité sur les revenus fonciers, dans le cas d'un bien en copropriété, suite à une succession mise en location meublée, le prélèvement se fera-t-il sur les comptes de chacun des propriétaires? Peut-on indiquer à l'administration un compte joint? Alors, si les copropriétaires ne forment pas un même foyer fiscal, mais si on parle de foyers fiscaux différents, donc chaque copropriétaire doit déclarer sa quote-part de revenus dans la copropriété et chaque copropriétaire sera assujetti à imposition. Et c'est bien les coordonnées bancaires du foyer fiscal qui sera ponctionné. Donc, si encore une fois, si c'est différents foyers fiscaux, on aura différents prélèvements effectués. Là, on est sur le contribuable, en fait. Donc, non. Enfin, Alors, je continue. Qu'en est-il du statut LMNP pour les non-résidents, pour une location meublée? Alors, LMNP, location meublée non professionnelle. Donc, c'est ce qu'on décrivait dans la première partie. Hein, c'est assujetti à l'imposition, à une imposition en France si le bien est situé en France. On va relever soit du régime du micro BIC, soit du régime réel BIC. Si vous êtes dans le micro, l'attention qu'on a signalée pendant la présentation, c'est le durcissement qu'on voit dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Donc, c'est quasiment acté, hein, cette réforme. Donc, on a un abaissement de l'abattement de 71 à 50% et le seuil jusqu'auquel on peut bénéficier du régime micro-BIC qui est abaissé. Je crois qu'on était à 188 ou 183 000 auparavant et là, on est abaissé à 77 700 €. Donc, une imposition, l'obligation de déposer une déclaration annuelle des revenus pour déclarer ce revenu LMNP. La tendance est à essayer de minimiser les différences entre les revenus fonciers et les meublés, en fait. Donc, ils vont peut-être y aller de façon progressive, mais c'est quand même la tendance actuelle et qui est de plus faire de différence entre les locations meublées et non meublées. Dans une petite guéguerre à Airbnb. Voilà. Alors, on parlait du régime micro-BIC. Peut-on passer d'un régime réel à un régime micro-BIC ou vice-versa au bout de quelques années? Par exemple, une fois que les amortissements sont terminés. À ce propos, quelle est la durée des amortissements pour un bien que l'on veut mettre en location? Sur les meubles, c'est 8 ans de mémoire ou 10. Alors, pour moi, c'est 10 ans, mais après, je pense qu'il n'y a pas de... C'est plutôt des règles comptables là, qui viennent s'appliquer sur les amortissements. Donc, il me semble que c'est 10 ans sur les biens meubles. Ouais, c'est 8 ou 10 ans. Mais attention, on en a parlé tout à l'heure, mais quand vous êtes en meublé, par contre, vous avez une comptabilité à faire. Hein. C'est pour ça que puisque vous avez une déclaration de revenus professionnels à établir, et l'amortissement fait partie de cette déclaration et ses calculs. Et en fait, vous allez pouvoir, si vous relevez du micro-BIC et que vous voulez passer en régime réel, c'est une option qu'il faut formuler avant le 1er janvier de l'année de perception des revenus. Donc, vous ne pouvez pas vous placer après coup pour déterminer quelle est effectivement la situation la plus favorable en fonction des charges que vous avez pu avoir à faire face durant l'année, puisque vous devez prendre position au 1er janvier de l'année de perception des revenus dans le cadre de cette obligation comptable.
Donc, c'est très difficile, en fait, en pratique, de jongler d'un régime à l'autre. Alors, j'ai toute une série de questions de la même personne. Vu le temps qui nous reste, je vous suggère de passer peut-être à d'autres spectateurs. Alors, nous avons un bien en France en location et nous payons des impôts au Japon uniquement. Sommes-nous en infraction en France? Ah Oui. oui, 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 vous devez déclarer en France vos revenus de source française en tant que non-résident. Donc, un bien immobilier qui engendre des revenus doit être déclaré en France. Et en vertu de la convention franco-japonaise, c'est même la France qui a le droit d'imposer avec un crédit d'impôt au Japon. Donc, oui, oui, tout à fait. Alors, Faudrait déposer une déclaration, ouais. Je vais avancer aussi pour d'autres spectateurs. La DLA au régime matrimonial en faveur du droit français pour une personne de nationalité française est-elle reconnue par le droit japonais? Contexte, un Français et un étranger non japonais mariés au Japon avec leur domicile commun au Japon. Donc là, on a un beau cas pratique. Donc, du point de vue français, vous voyez que le régime matrimonial, au départ, c'était bien le régime matrimonial chinois, parce que la résidence habituelle était au Japon. Et du point de vue japonais, on a un couple mixte au Japon. Donc, on n'a pas de loi nationale, mais par contre, on a la loi de la résidence habituelle. Donc, du côté français et du côté japonais, c'est le droit japonais qui régit le régime matrimonial. En revanche, alors, du point de vue français, on peut effectivement faire cette DLA, c'est-à-dire choisir en cours de route la loi française comme applicable à son régime matrimonial. Notre compréhension du droit japonais, c'est que cette DLA ne sera reconnue au Japon que pour l'avenir, mais ne pourra pas avoir d'effet rétroactif. Donc, on aura au Japon deux lois qui vont se succéder, alors qu'on aura une seule loi du côté français. Donc, reste à voir l'impact que ça peut avoir. Et là, ça va beaucoup dépendre de l'endroit où est situé le patrimoine. Si le patrimoine est en France, par exemple, le fait que ce soit pas reconnu au Japon n'est pas très grave. Donc, ça va aussi dépendre de la configuration du patrimoine. Alors, je passe à la question suivante. Sans convention, les successions sont doublement imposées, n'est-ce pas? Par exemple, le défunt japonais habitant au Japon, ayant de l'immobilier en France, héritier japonais habitant au Japon. Oui, vous allez être doublement imposé avec ce que je vous indiquais tout à l'heure de mémoire, l'article 784A du Code général des impôts qui vous permet quand même en France de déduire les droits de succession payés au Japon sur les biens situés au Japon. Donc, il y a une petite modalité pour limiter la double imposition, mais de manière générale, oui, il y a une double imposition. La question étant alors de savoir si le même système existe au Japon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imputer l'impôt français sur l'impôt japonais. Et là, ben, c'est le droit interne japonais qui le dit. Je continue. Dans le cas d'une donation d'un bien immobilier situé en France de parents français à un enfant français vivant au Japon, quels sont les principes d'imposition fiscale qui s'appliquent? Alors, si on peut juste avoir un bien français. Un bien français, un donateur français, le donataire, l'enfant est au Japon. Oui. C'est ça, hein, voilà. Alors, bien situé en France de parents français à un enfant français. Au Japon. Oui, mais qui habite au Japon. Oui. Alors, c'est une question japonaise. Est-ce que donc la fiscalité française est applicable, hein, bien évidemment. Donc, les droits de mutation avec les éventuelles exonérations qui existent en vertu du droit français. Après, le seul fait que le donataire soit situé au Japon au moment Résident japonais, de ouais. l'avantage en qualité de résident, c'est effectivement une question japonaise qui devrait être clarifiée par un juriste ou un fiscaliste japonais. Alors, hop. Sachant qu'on peut préciser, pardon Magda, on peut préciser que de point de vue fiscal, la nationalité n'a aucun impact. C'est-à-dire que on n'est pas imposé en fonction de sa nationalité en France. C'est le cas de certains pays, mais pas en France, hein. Donc c'est toujours la résidence qui compte. Exactement. Ce qui est important, c'est la résidence. Et le fait que les donataires, du coup, soient résidents japonais, voilà. C'est peut-être là où il faut creuser la question en droit fiscal japonais. La résidence et la territorialité aussi des biens. Attention. Donc, vous avez des remerciements de la part de Frédéric qui... Merci. Donc, la question est, comment est considéré un testament établi auprès des autorités françaises de la part du Japon?
Alors, là, j'ai une petite question. Est-ce que nous savons si le Japon a adhéré à la Convention de Washington? Je pense que peut-être. Alors, on va le savoir. Pendant que Stéphanie regarde ses sources, que Eugénie, pardon, regarde ses sources, euh, en fait, d'une façon générale, il y a une grande liberté dans le monde sur les formes de testament. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un testament est établi valablement selon un pays considéré, en l'occurrence la France, il est généralement reconnu partout et c'est une convention de Washington qui le dit, convention à laquelle ont adhéré la quasi-totalité des pays dans le monde. J'ai un petit doute sur le Japon, c'est pour ça que je ne sais pas si Eugénie a la possibilité d'avoir la réponse. Pardon? Non, pas encore. Donc, on vous le redira, mais soit le Japon a adhéré à cette convention de Washington, auquel cas il ne fait pas de doute que le testament français est parfaitement valable au Japon, soit ils n'ont pas adhéré, et selon toute probabilité, ils ont un système de droit interne qui fait qu'ils reconnaissent comme valables des testaments faits valablement dans un autre pays. À 99%, un testament qui est fait en France, il est valable partout dans le monde. Alors, une question qui ressemblait un petit peu à une autre question, donc je passe à la suivante. Est-ce que le Japon reconnaît le concept de nue propriété pour une donation d'un bien immobilier en France dans le cadre d'une donation partagée? Quelle fiscalité s'applique pour un résident fiscal japonais? Alors, c'est une très bonne question à laquelle, malheureusement, enfin pour ma part en tout cas, je n'ai pas de Ouais. réponse, parce que le concept de démembrement de propriété est un concept très français. Mm. Il est même difficilement compatible avec beaucoup de pays en Europe, hein. Donc, c'est dire comment il est très français. Donc, il y a un impact juridique de savoir si la donation marche sur de la nue propriété. C'est très difficile à dire. Ça n'empêche pas d'ailleurs un résident japonais de faire une donation de nue propriété d'un immeuble en France, hein. C'est juste que d'un point de vue, par contre, fiscal également, on ne sait pas comment c'est pris en compte dans le droit fiscal japonais. En tout cas, moi, je ne sais Non, non Non. plus. pas. Alors, dans le cas d'un mariage à l'étranger, quelle date est prise en compte par le droit français? La date du mariage ou la date de transcription de l'acte français? Alors, si c'est pour tenir. Alors, je comprends la question comme étant comment on tient compte de la date exacte du mariage? La date exacte du mariage, c'est toujours la date du mariage réel, c'est pas la date de la transcription, hein. La date de la transcription est une question d'opposabilité du mariage, mais pas une question de validité. En revanche, parce que je ne sais pas si ça fait le lien, mais pour la détermination du régime matrimonial, on est bien d'accord, hein, c'est pas la date du mariage qui compte, c'est l'endroit, c'est le lieu où on a résidé après le mariage, hein, juste après le mariage, hein. Petite précision. Et d'un point de vue fiscal, ce qu'on prend en compte, c'est effectivement la date du mariage, effectif du mariage. Et on n'a pas besoin d'un certificat, d'une transcription pour l'opposabilité du fait que le couple de contribuables est marié. Très bien. Alors, je continue. Le régime matrimonial japonais par défaut est celui de la séparation des biens, pardon, point d'interrogation, communauté réduite aux acquets, point d'interrogation. Alors, c'est la séparation des biens. En tout du moins, il faut se méfier sur des concepts qui ne sont pas complètement transposables. Ce que nous, on appellerait une séparation des biens, mais elle n'est pas forcément aussi séparée. Les biens, les patrimoines ne sont pas forcément aussi séparés qu'en France. Mais disons que ça s'assimile à ce que nous, on appelle le régime de séparation des biens. D'accord. Euh, Suite au Covid, certaines entreprises japonaises ont autorisé les employés à travailler chez eux. Est-il possible de travailler en remote depuis la France pour une durée, par exemple, de 2 mois sans le déclarer au fisc français? C'est quand même Il faut une bonne faire chose. très, très attention parce qu'on reste encore sur un principe de territorialité, pardon. Et en plus, c'est pas, là, on n'est pas que sur de la fiscalité individuelle. Il faut faire attention à la au corporate tax. Est-ce que vous établissez pas un établissement permanent en France? Ça dépend de beaucoup de choses et c'est un sujet très complexe, mais qui peut avoir un impact assez énorme. Vous avez aussi du droit du travail, de la sécurité sociale. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, faut vraiment faire très attention aux remote workers à l'international parce que voilà, on pense que c'est pas grave, on travaille de chez soi, donc ça n'a pas d'impact. Si, ça peut avoir des impacts. Donc, il faut vraiment minimiser le temps à l'étranger ou alors faire attention. Et je vous dis, c'est pas que de l'impôt sur le revenu, c'est la sécurité sociale, c'est du corporate tax, c'est du droit du travail, c'est beaucoup de choses. Si on a un PEL en France, mais que la résidence fiscale est au Japon, peut-on demander à ne pas appliquer le prélèvement d'acompte? Alors déjà, quand vous êtes
que ce soit n'importe quel compte bancaire, il faut prévenir sa banque, si ce n'est pas déjà fait, que vous êtes non résident fiscal de France, parce que ce ne sont pas les mêmes prélèvements, ça c'est une première chose. De mémoire, il y a certains comptes bancaires particuliers qui ne peuvent pas être ouverts pour les non-résidents. Je pense qu'un PEL, c'est bon. Je ne sais plus. Mais en tout cas, la position et le prélèvement à la source dépendra de ce que vous avez déclaré à votre banque. Et donc, il faut que ce soit, si vous partez de France, il faut déclarer tout de suite à votre banque que vous devenez non-résident. Et le contraire vaut aussi, c'est-à-dire si vous revenez en France, déclarez que vous êtes de nouveau résident français. Et peut-être pour compléter la réponse de Stéphanie, il faut aussi se référer, et je ne la connais pas par cœur dans son entièreté, il faut se référer à la convention fiscale signée entre la France et le Japon, qui va vous dire comment doivent être imposés les intérêts. Donc, soit basiquement, si on prend le modèle OCDE, les intérêts sont imposés dans l'état de résidence. Donc, si c'est ce que prévoit la convention franco-japonaise, le fait d'informer votre banque que vous résidez désormais au Japon devrait conduire la banque à ne plus appliquer de prélèvement. Si en revanche la convention prévoit la possibilité d'une imposition dans l'état de source, donc dans la situation exposée en France, dans ce cas-là, la banque a tout à fait le droit de prendre le prélèvement. Et du coup, côté japonais, vous devez bénéficier d'un mécanisme pour éliminer la double imposition, donc soit le crédit d'impôt, soit une exonération. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en qualité de non-résident fiscal de France, vous ne devez pas être assujetti aux prélèvements sociaux additionnels à 17.2 qui s'appliquent de manière standard pour un franco-français sur les revenus financiers. Donc, le taux du prélèvement, dans ce cas-là, s'il est justifié, ne doit plus être de 30%, mais il doit être de 30% moins 17,2%, c'est-à-dire 12,8%. Alors, il commence à se faire relativement tard ici au Japon. Il est bientôt 9 heures. Alors, il reste encore quelques questions. Ce que je suggère, j'ai essayé de naviguer dans les multiples questions qu'il y a eu, c'est que les dernières personnes qui n'ont pas eu de réponse puissent vous contacter directement si ça vous convient. Bien sûr. Vous avez la possibilité, Pierre, de garder la liste de ces questions peut-être et de nous les partager. Je vais essayer. Oui, je dois avoir, oui, c'est bon. Je vous la transmettrai. Donc, je vais vous remercier en tout cas beaucoup pour un sujet qui intéresse vraiment la communauté. C'est pas un sujet culturel, c'est pas un sujet historique, mais c'est quelque chose qui est vraiment pratique et vraiment directement impactant pour la vie de tous ici au Japon et tous les gens qui sont entre la France et le Japon. J'invite tous ceux que ça intéresse à vous contacter directement et puis j'invite tout le monde à rejoindre l'UFE, à nous contacter si vous avez la moindre question. Et en tout cas, je vous dis bonne soirée à toutes et à tous et merci beaucoup à nos intervenants. Avec plaisir. Merci à vous pour votre attention. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir.